Chaville, une banlieue chic à l'ouest de Paris, on aperçoit une intense lumière là-haut dans les bois, en direction de Meudon. Il fait déjà presque nuit. Une voiture est en flammes, une de chevaux. Du véhicule sort une épaisse fumée noire et les flammes de l'enfer. Dans l'habitacle, une forme un peu ronde a un dernier geste désespéré avant de retomber en arrière. Évelyne Laborde vient de disparaître. Il est à peine plus de 20 h le jeudi 28 février 1985. À quelques mètres de là, un jeune homme agité semble vouloir encore se précipiter dans le brasier pour venir en aide à la suppliciée. J'ai vu quelqu'un qui était en plein milieu de la route, qui me faisait des grands signes. Donc je me suis arrêté, j'ai vu la voiture qui était dans le virage et qui brûlait. Et lui, il m'a dit, il y a ma copine qui est dans la voiture. Donc je lui ai dit, on va essayer d'approcher pour voir. Donc on a essayé d'approcher de la voiture. Et puis je lui ai dit, non, on ne peut plus rien faire parce que déjà ça chauffait tellement que le pull... on sentait la chaleur, que ça roussissait. Le jeune homme fonce pourtant vers le brasier. Pascal Strajnar le plaque au sol, comme sur un terrain de rugby. Pour le jeune homme, ce serait la mort assurée. L'incendie ne lui laisserait aucune chance. La température est de plusieurs centaines de degrés. Le jeune homme, Bruno Joussomme, a de légères blessures sur le visage au-dessus du front. Les pompiers, arrivés sur les lieux une quinzaine de minutes après le début de l'incendie, préfèrent le transporter en urgence à l'hôpital de Sèvres. On craint un traumatisme crânien. Le jeune homme se laisse faire, ne discute même pas. Il est plongé dans une profonde tristesse. Il a déjà compris que le destin venait de frapper cruellement, que son épouse avait péri dans d'atroces souffrances. Il n'était marié que depuis moins de 3 mois. Bruno Joussomme et Évelyne Laborde formaient un couple surprenant, un couple qui choquait les convenances sociales. Étudiant en philosophie, Bruno Joussomme était alors âgé de 22 ans. Infirmière libérale, propriétaire de nombreux biens immobiliers, Évelyne Laborde avait fêté ses 61 ans. Aussi, les premiers soupçons ne tardent pas à poindre. Et si l'incendie de la 2 chevaux n'était pas accidentel? Et si Bruno Joussomme avait tué Évelyne Laborde? Et s'il avait prémédité ce scénario depuis plusieurs mois pour hériter? La famille d'Évelyne Laborde veut que soient levés tous les doutes, les incertitudes. Elle porte plainte pour assassinat contre Bruno Joussomme pour crime avec préméditation. L'instruction va durer 14 ans, du jamais vu en matière de justice criminelle. 14 ans d'une enquête truffée d'erreurs, d'irrégularités, de vices de forme, de destruction de preuves. 14 ans pendant lesquels Bruno Joussomme refait sa vie, se marie, devient père de famille. Mais 14 ans d'enfer pour Bruno Joussomme. Il nous l'a confirmé du fond de sa prison par téléphone. Ça a été une sorte de petite mort quand même. Toute personne a le droit d'être jugée dans des délais raisonnables. Et je demandais ce droit. Cette période a été une traversée d'un enfer. Pire que ce que j'ai vécu en prison. Au terme de ces 14 ans d'enquête, Bruno Joussomme est renvoyé devant la cour d'assises. En novembre 1998, il est condamné à une peine de prison à perpétuité. Les jurés ont considéré qu'il était bien le meurtrier de la riche et vieille épouse. Mais Bruno Joussomme, ses parents, aujourd'hui disparus, son frère, le docteur Patrick Joussomme, n'ont jamais accepté cette condamnation, à leurs yeux injuste. Je le crois coupable de s'être marié avec une femme beaucoup plus âgée que lui, mais de l'avoir tué, sûrement pas. Donc je crois complètement innocent de ce dont on l'accuse. Et moi, je suis absolument persuadé qu'il n'a pas commis les faits pour lesquels il a été condamné. Je vous clame mon innocence et je vous en donne absolument ma parole. Je crois encore que je vais pouvoir faire éclater la vérité. Autour de Bruno Joussomme s'est même constitué l'un des comités de soutien les plus fournis qu'on ait jamais vus. Le PDG d'Yves Saint Laurent, Pierre Berger, les écrivains Philippe Solers, Michel Tournier, Patrick Besson, Madeleine Chapsal, le dessinateur Georges Wolinski, entre autres, ont accepté de le rejoindre.
Même l'ancien ministre de la Justice Albin Chalandon a depuis peu ajouté son nom à une liste aussi longue qu'une journée au fond d'une cellule. Présidé par l'académicien Jean-Marie Roire, ce comité de soutien ne manque jamais une occasion de crier l'innocence de Bruno Joussomme, de demander la révision de son procès. Quand vous voyez la voiture, quand vous voyez le lieu, à ce moment-là, vraiment la version de Bruno Joussomme paraît la bonne. C'est vraiment l'accident stupide et la voiture qui s'enflamme toute seule, sans intervention de Bruno Joussomme. Il y avait toutes les chances qu'on ait condamné un innocent. Pourtant, les charges qui accablent Bruno Joussomme sont lourdes, à commencer par le mobile du crime devenir l'héritier de la riche Évelyne Laborde. Sinon, comment expliquer que le jeune et bel étudiant ait épousé en décembre 84 une dame de 40 ans, son aînée, plutôt disgracieuse? Toute l'histoire se noue dès l'été 1984. À cette époque, Évelyne demande à son amie Marie-Claude Joussomme de lui donner un coup de main pour remplir sa déclaration de revenus et de patrimoine. Et c'est qu'elle a dû bien Évelyne Laborde, une propriété en Bretagne et plusieurs appartements à Paris, plus de 4 millions de francs en tout. Mais les deux copines n'ont rien à se cacher. Pour la remercier, Évelyne propose à Marie-Claude de passer une semaine dans son fortin en Bretagne. Bruno Joussomme, fraîchement rentré d'une mission humanitaire dans un Liban en guerre, y accompagne les deux femmes pour se refaire une santé. La famille Laborde l'accueille les bras grands ouverts. Un jour, avec mon mari, on l'avait invité à venir avec nous dans les champignons aux champignons à Cloire. Et en rentrant, il était resté dîner avec nous. Et ma foi, on l'avait trouvé assez sympathique. Mais jamais on n'aurait pu penser qu'il allait commencer à faire la cour à ma belle-sœur. Et puis ma belle-sœur, elle était quand même attirée vers les jeunes hommes aussi, hein, parce que celui qu'elle avait avant, qu'elle a quand même eu quand même très longtemps, il avait aussi plus de 20 ans de moins qu'elle. Sacrée personnalité Évelyne Laborde, aussi exubérante que Marie-Claude Joussomme est austère. Pourtant les deux femmes cousines par alliance s'estiment depuis des décennies. Déjà jeunes filles, elles apprécient sortir ensemble, faire la fête. Et aussi loin qu'ils s'en souviennent, Bruno Joussomme a toujours plus ou moins connu cette lointaine cousine un peu originale. Bruno dit toujours qu'il a sauté sur les genoux d'Évelyne quand il était gamin. Et ils adoraient, les frères Joussomme adoraient aller chez Évelyne. C'était toujours la fête, c'était une adulte pas comme les autres. C'était une adulte qui était drôle, qui était fantasque, qui avait le cœur sur la main. Enfin, c'était une cousine qu'ils adoraient aller voir. Mais de là à imaginer que Bruno Joussomme et Évelyne Laborde puissent nouer une idylle durant cette semaine de vacances en Bretagne, décidément non, personne n'aurait pu miser là-dessus. Un frêle, jeune, beau, brillant étudiant de 22 ans avec la grosse, vieille, vulgaire infirmière de 61 ans. On ne pouvait pas penser à une chose pareille, d'autant plus que là, il y avait quand même un gros écart, ça faisait 40 ans. Et puis c'était pas encore tellement la différence d'âge, c'était la différence de personnalité surtout. Ma belle-sœur était très costaud, pas très raffinée sur elle. On ne peut pas dire qu'elle pouvait attirer un jeune homme de 20 ans. C'est pourtant ce qui se passe. En octobre-novembre, le beau et jeune Bruno rend souvent visite à Évelyne Laborde à Paris, dans le quartier de la Bastille. Tout à coup, les tourtereaux annoncent leur intention de se marier. Fin novembre, elle a invité son frère et sa sœur et son beau-frère à dîner pour leur annoncer qu'elle allait se marier. Alors bien sûr, ma belle-sœur, elle a poussé au cri en disant « Oui, tu te rends pas compte, tu t'épouses pour ton argent, c'était pas possible autrement ». Pour Évelyne et pour Bruno, c'était tous les deux des marginaux. Hein. C'est là-dessus, ils se retrouvaient complètement l'un et l'autre, ils se ressemblaient l'un et l'autre. Ils avaient des idées farfelues, et aussi bien du côté de Bruno vis-à-vis de sa famille que Évelyne du côté de la sienne, c'était un peu un pied de nez qui leur faisait. Toute la famille était contre, évidemment. Enfin, ça ne nous paraissait pas du tout une bonne idée. Et de toute façon, il ne nous a pas demandé notre avis. Hein. La première suspicion naît donc dès novembre 84. Bruno Joussomme n'accepte d'épouser Évelyne Laborde que pour l'argent. Aussi, Évelyne rassure-t-elle sa famille. Elle épouse Bruno sous le régime de la séparation de biens. S'il lui arrive quelque chose, il n'aura rien. Bruno et Évelyne se marient donc le 7 décembre 1984 à la mairie du 12e arrondissement à Paris. Drôle de mariage.
Personne n'est allé au mariage. Il y avait juste Anna qui était donc sa témoin, qui lui a d'ailleurs donné la bague de sa mère parce qu'il n'avait même pas assez de sous pour aller en acheter. Et puis son frère à lui qui lui a servi de témoin. Donc ils n'étaient que 2 témoins et il n'y avait personne d'autre. Il m'a dit que si je voulais pas être témoin, il prendrait n'importe qui dans la rue qui paierait pour qu'il soit témoin. Alors je me suis dit que tant qu'à faire, donc j'étais témoin d'Evelyne et la bonne de la famille était témoin de mon frère. On était 4 en mariage, de toute façon. Après un dîner dans la pizzeria du coin, chacun rentre chez soi. Enfin, pas tout à fait, car Bruno n'est pas resté chez sa vieille jeune mariée. D'ailleurs, a-t-il seulement déjà dormi dans son lit? Un garçon de 20 ans ne serait jamais rentré dans un lit comme le sien. Elle dormait avec ses chats, elle dormait avec son chien. Elle faisait de l'incontinence. Je mettrais ma main à couper, qui n'ont jamais eu de rapport. Le soir du mariage, il est parti rejoindre sa copine qu'il avait déjà. Je sais que Evelyne savait qu'il avait une maîtresse, mais qu'elle s'en foutait. Enfin, elle le savait, donc c'était pas compliqué. Et ce qu'elle voulait, c'était pas la voir. Mais en dehors de ça, elle savait bien qu'il avait une maîtresse, quoi. Maîtresse ou pas, le jeune couple décide de retourner en Bretagne passer les fêtes de fin d'année dans la famille Laborde. Durant le séjour, Evelyne se sent très très mal. Evelyne est tombée très gravement malade. Elle a eu une fièvre de cheval et Bruno l'avait ramenée en voiture d'Ardard à Paris pour se faire soigner par son médecin traitant. Et elle s'était remise sur pied et ils avaient pu repartir pour fêter le 1er janvier ensemble au Fortin. Mais elle était en piteux état. Quelques semaines plus tard, Evelyne Laborde écrit même d'une main mal assurée ce petit mot. « Mes amis, une tumeur me ronge et me fait terriblement souffrir. C'est ce qui explique et peut-être excuse mon comportement. J'attends de votre part une compréhension totale et sincère qui me permettrait de partir l'âme légère. » Evelyne se sent si faible que le couple qui avait prévu un déplacement en Afrique préfère rester à Paris en ces derniers jours de février. Nous sommes donc le jeudi 28 février 1985, il est environ 19h30. Bruno et Evelyne Joussomme quittent le pavillon des parents de Bruno à Meudon. Ils empruntent la vieille 2 chevaux de papa et prennent la direction de Versailles via le bois de Chaville. Dans un virage, la 2 chevaux sort de la route et s'enflamme. Un passant, Pascal Stragenard, tente d'aider Bruno pour sauver sa femme, mais il est déjà trop tard. C'est Marie-Claude Joussomme, la maman de Bruno, qui a la pénible charge d'avertir la famille. C'est mon mari qui l'a eu au téléphone. Il n'a pas bronché, il était debout, on a cru qu'il allait tomber. Elle a dit à mon mari que Bruno et Evelyne avaient eu un accident dans 2 voitures dans la forêt de Meudon, que la voiture avait pris feu, que lui avait pu en sortir, mais qu'il n'avait pas pu débloquer la porte. Passé le choc de la terrible nouvelle, Lucien Laborde, le frère d'Evelyne, perçoit un premier soupçon. Un élément du récit de Bruno lui paraît invraisemblable. Il avait dit au commissaire que c'était lui qui conduisait. À nous, il nous a dit que c'était Evelyne qui conduisait. Alors nous, on savait pertinemment que ça, c'était impossible. Evelyne, depuis 1955, avait eu un accident. La voiture s'est retournée au-dessus d'un fossé et elle n'a jamais plus voulu reconduire. Inconcevable, mais bon, pas de quoi en faire toute une histoire. D'autant que les premiers PV de police sont nets et précis. Le décès d'Evelyne Laborde est dû à un terrible et malheureux accident. Quand on lisait la procédure, on voyait que personne n'avait eu l'idée d'accuser Bruno Joussomme d'avoir agressé à la vie de sa femme. Bruno Joussomme, terriblement choqué, légèrement blessé, reste à l'hôpital jusqu'au dimanche matin puis se rend à la morgue. Par hasard, il retrouve la famille Laborde. On sort donc de la morgue et puis comme j'avais amené un gigot et les flageolets et tout ce qu'il fallait pour le repas, je donc dis à Bruno, si vous voulez monter déjeuner avec nous, puisque c'était chez lui. Hein, alors donc je pouvais guère faire autrement. Et oui, les Laborde ont déjà pris possession du logement d'Evelyne. Ils s'y sont rassemblés pour le gigot dominical. Bruno se joint à eux.
Durant le repas, on parle d'abord des obsèques d'Evelyne. Au Père-Lachaise où ses parents disposent de plusieurs caveaux? Non, trop cher. En Bretagne, près du Fortin, un peu loin. Finalement, Evelyne est enterrée au cimetière de Thiers, en banlieue parisienne. C'est Marie-Claude et Bruno Joussomme qui ont tout organisé, tout payé. Mais l'on parle surtout de succession. Et puis, à la fin du repas, justement, il y a Lucien qui dit on pourrait peut-être regarder dans le coffre-fort si elle a laissé un testament ou quelque chose. Et effectivement, elle n'avait rien laissé du tout. Il n'y avait pas de testament et c'est là qu'il a dit de toute façon, c'est pas la peine de chercher un testament. Elle m'a fait une donation de dernier vivant. Alors là, on était vraiment la bouche ouverte. Hein. Lucien Laborde, Marie, la sœur d'Evelyne, Lina, sa belle-sœur, ses neveux et nièces en ont les bras qui tombent. Une donation au dernier vivant. Ce qu'ils attendaient depuis tant d'années leur filait sous le nez. Evelyne leur avait fait le pied de nez, elle les avait privés de l'héritage. Les Laborde n'ont rien. C'est Bruno qui doit hériter du Fortin, des appartements, des 4 millions de francs d'Evelyne. Certes, Evelyne et Bruno se sont mariés le 7 décembre sous le régime de la séparation de biens. Mais un mois plus tard, devant notaire, ils se sont fait très officiellement une donation au dernier vivant. Personne n'ose y croire. Moi, je pense qu'elle n'était pas consciente quand elle a fait. Je pense que vraiment, il a dû la droguer dès le départ. Et ça, je suis sûre qu'elle ne l'a pas fait consciemment. Qu'il ait fait faire une donation de dernier vivant alors qu'elle était formellement contre les donations, parce que ça je peux vous garantir, tout le monde ici le sait, qu'elle était contre les donations. C'est pas possible. Evelyne au volant alors qu'elle n'a plus conduit depuis 30 ans. Impossible. Evelyne signant une donation alors qu'elle a toujours été contre. Impossible. Un jeune étudiant séduisant qui sait prendre une femme de 40 ans son aînée fort peu appétissante, impossible. Et si Bruno Joussomme avait voulu faire main basse sur la fortune d'Evelyne? Et si l'affaire lui avait été inspirée par sa maman Marie-Claude? Elle a fait la feuille d'impôt d'Evelyne pour sa fortune. Automatiquement, au centime près, elle savait ce qu'elle possédait. Elle possédait effectivement une petite fortune, attrayante pour un étudiant désargenté. Les Laborde déshérités en sont désormais certains. Bruno Joussomme a décidé de la mort d'Evelyne. Il porte plainte contre lui pour assassinat, meurtre avec préméditation. L'accident devient une affaire criminelle. Une enquête est ouverte, une enquête interminable. Curieusement, dans les premiers mois de l'enquête, il ne se passe pas grand-chose, tout au moins pour Bruno Joussomme. Il sait qu'une plainte a été déposée contre lui pour assassinat. Il sait que la célèbre brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres est chargée de l'enquête. Mais jamais il n'est entendu ou convoqué. Bref, il ne sait rien d'autre. Pourtant, les enquêteurs ont déjà recueilli quelques renseignements qui confirment les premiers doutes. Par exemple, ils ont découvert qu'il y avait dans la 2 chevaux, dont le réservoir était plein et qui est resté intact, un bidon d'essence. À quoi a-t-il servi? Il avait rempli un jerrycan, qui en plus il avait mis derrière le siège. Vous n'allez pas me dire qu'il avait besoin de faire le plein d'un jerrycan alors qu'il venait faire le plein pour aller de Meudon à la Bastille. Ensuite, on ne note au sol aucune trace de freinage, preuve que le véhicule roulait à faible allure. L'impression est confirmée par un élément capital. La voiture ne présente aucune trace de choc à l'avant. La 2 chevaux s'est arrêtée sans avoir même percuté l'arbre qui lui fait face. Elle s'est comme posée là, penchée dans le fossé côté conducteur. Tout cela ressemble à une mise en scène, les experts en sont certains. D'autant que l'on note par la suite que le changement de vitesse du véhicule est bloqué en première. Curieux pour une voiture en train de rouler. Tout le monde a pu le constater, la voiture n'a jamais été mise sous scellé. Elle est restée dans la rue, à proximité du commissariat. Tout le monde a pu la visiter, même la famille de la victime. Ils ne s'en cachent pas. On y est allé tout de suite le lendemain. Ma belle-fille était avec nous. On était tous les 3. Il y avait ça de chair brûlée dans le fond de la voiture. Elle était pire que dans un four crématoire, il ne restait plus rien. Tout n'est donc pas si limpide dans le dossier Joussomme. Par exemple, une première autopsie du corps d'Evelyne Laborde est réalisée en mars 85 afin de déterminer les causes du décès. Cette première autopsie n'a révélé
aucune lésion suspecte, elle n'a révélé aucune lésion. Elle a dû mourir asphyxiée parce qu'ils ont retrouvé des traces de fumée dans la trachée. Et il faut bien reconnaître que ces investigations allaient véritablement dans le sens de l'innocence de Bruno Joussomme. Pourtant, le 10 septembre 1985, l'enquête prend une toute autre tournure. Dès 6 h du matin, Bruno est arrêté avec sa petite amie Sophie dans leur appartement du quartier de Belleville. À la même heure à Meudon, on embarque Patrick le frère et Marie-Claude Joussomme, la maman. Tous sont mis en garde à vue au quai des Orfèvres. Pendant ces 48 heures, les enquêteurs vont tout faire pour faire avouer Bruno Joussomme que oui, il a bien tué Évelyne Laborde, faire reconnaître à Marie-Claude Joussomme qu'elle est bien l'aspiratrice du crime, elle qui connaissait si bien le patrimoine de sa lointaine cousine, en vain. Mais Patrick Joussomme se montre plus fragile, surtout lorsqu'on lui montre à lui, étudiant en médecine, les résultats de la seconde autopsie du corps d'Évelyne Laborde. La deuxième autopsie avait marqué fracture du larynx dessus. Pour moi, c'est strangulation ou coup violent porté directement sur le larynx, mais c'est surtout la strangulation, quoi. Ça m'a un peu troublé quand même. Surtout qu'ils m'ont dit plein d'autres choses en fait. Ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé un jerrycan à côté de la voiture, vide. Ils m'ont dit que ma mère avait avoué aussi au bout d'un certain temps. Donc cette histoire de fracture, le jerrycan trouvé à côté, ma mère qui avait avoué d'être au courant, etc. J'ai eu un gros doute, je dois dire, pendant un bon moment quand même. Les policiers offrent un scénario bien huilé à Patrick Joussomme. Bruno, son frère, aurait étranglé Évelyne, puis aurait mis le feu à la 2 chevaux pour maquiller le crime en accident. Sinon, comment expliquer la fameuse fracture du larynx ? Ils m'ont demandé si je pensais que mon frère pouvait être assez intelligent pour imaginer un plan comme ça. Et j'aurais répondu que mon frère était suffisamment intelligent pour imaginer ce qu'il voulait. Et sans doute pense-t-il Patrick assez bête pour balancer Bruno par téléphone. Les conversations des deux frères sont écoutées depuis plusieurs mois. Or un jour, Bruno pose une curieuse question à Patrick. Il m'a demandé ce que j'avais fait un tueur. Alors je lui ai dit oui, j'en connais un, ses initiales commencent par BJ. BJ, Bruno Joussomme. Patrick savait donc que Bruno avait éliminé sa femme. Et puis dans le bureau d'à côté, le fameux Bruno commence à agacer les enquêteurs par son attitude. Bruno Joussomme, c'est un personnage sympathique d'ailleurs, très intelligent, mais qui peut être assez déroutant, si vous voulez, dans ses réponses, dans son attitude. Il parle beaucoup, quand il se met à parler, il parle beaucoup, donc il peut dire quelque chose de contraire de quelque chose, donc immédiatement, si on veut trouver des éléments à charge, on peut... Bon... Une fracture du larynx qui prouve la strangulation, l'attitude confuse du suspect, les aveux à peine voilés de Patrick Joussomme. Il y a plus qu'il n'en faut pour inculper Bruno Joussomme de l'assassinat d'Évelyne Laborde et jeter le jeune veuf arrogant en prison. En septembre 85, le sort de Bruno Joussomme semble scellé. Pourtant, 14 mois plus tard, l'affaire connaît un rebondissement invraisemblable. Un médecin légiste, le premier à avoir examiné le corps d'Évelyne Laborde, apporte la preuve que la victime n'a jamais été étranglée. En manipulant un cadavre extrêmement rigide du fait de l'intense carbonisation du corps, le premier expert avait provoqué, ce qu'il avait fait spécifier d'ailleurs en toutes lettres dans son rapport, une fracture du larynx de la victime. Le deuxième expert légiste, n'ayant pas eu connaissance des conclusions de son prédécesseur, a mentionné dans son rapport une fracture du larynx. Retour à la case départ. Évelyne Laborde n'a jamais été étranglée, n'a été ni droguée ni frappée. Elle a péri par inhalation de fumée toxique. Voilà qui met à mal la thèse de l'accusation. Bruno Joussomme va être mis en liberté sous contrôle judiciaire en octobre 86, ce qui est extrêmement rare dans une affaire de cette ampleur-là, parce que quand on est suspecté d'assassinat, de manière ordinaire, on reste détenu jusqu'à la fin de l'instruction, voire jusqu'à son passage devant la cour d'assises en cas de renvoi devant cette juridiction. Nous sommes en novembre 1986. Bruno Joussomme retrouve donc la liberté et se réinscrit à l'université de Nanterre, où il soutiendra une thèse de doctorat de philosophie. Il en aura tout le loisir, car de 1986 à 1991, le dossier criminel de Bruno Joussomme passe des mains d'un juge d'instruction à celle d'un autre, sans qu'il ne se passe rien, pas même une convocation.
Je vais vous dire, à un moment, je ne savais même plus qui était le juge d'instruction qui instruisait ce dossier. C'est extraordinaire. Bruno Joussomme ne conserve qu'un lien avec son affaire. Placé sous contrôle judiciaire, il répond avec rigueur à chaque convocation. Franchement, c'était un contrôlé modèle. Il respectait intégralement ses obligations de contrôle judiciaire. Et puis un jour, sur les bancs de l'université, Bruno rencontre l'amour, le vrai, le grand, auprès d'une jeune et belle étudiante, Mick. Nous sommes au premier jour de 1987. Tout au début de leur idylle, Bruno Joussomme revivait en fait. Parce que c'était un garçon qui était triste, qui dans sa façon de s'exprimer, on voyait bien, on sentait une grande souffrance. Et le jour où il l'avait connu, c'était un autre homme. Il avait pris de l'assurance, et il m'en parlait avec des projets d'avenir, alors qu'il ne faisait pas de projets d'avenir. Et c'était vraiment l'amour de sa vie. Mick et Bruno décident de vivre ensemble. Leur idylle est pleine de tendresse. Les Montpoussins, les je t'aime sont leur quotidien. Mick prend fait et cause pour Bruno. Elle devient son plus fervent soutien. Elle l'écrit, je plaide en sa faveur, non coupable. Je l'ai dit à la police, je le répète, Bruno ne peut avoir assassiné Evelyne, et ce pour plusieurs raisons, dont la plus simple est qu'il est incapable de tuer. En 1991, après 5 ans de léthargie absolue, le dossier du meurtre d'Evelyne Laborde semble vouloir se réveiller. Un nouveau juge d'instruction a la volonté de le reprendre en main depuis le départ. Il demande une nouvelle expertise du véhicule afin de déterminer enfin les causes de l'incendie. Mais surprise. La voiture a été détruite sans que personne ne donne l'instruction de la détruire. C'est-à-dire qu'on a détruit la principale pièce à conviction. Depuis 1987, effectivement, la 2 chevaux a été envoyée à la casse sur ordre du commissaire de police de Sèvres. Il est alors envisagé de demander une nouvelle autopsie du corps de la victime afin d'étudier à nouveau les raisons du décès. Le rapport d'autopsie atterrit sur le bureau du juge d'instruction, à la demande une fois encore d'un policier, avant même que le magistrat ait eu le temps d'établir une commission rogatoire. Face à un vice de forme aussi flagrant, une seule solution, annuler l'expertise. Une nouvelle autopsie est demandée, cette fois en bonne et due forme. Le rapport d'expertise est communiqué au magistrat. Le même rapport que le précédent, signé du même médecin légiste. Même faute, même punition, nouvelle annulation. Une 3e autopsie est commandée à un nouveau légiste, mais impossible. Le crâne de la victime a disparu, perdu sans doute lors de la précédente exhumation du cadavre. Du jamais vu. L'affaire s'enlise à nouveau jusqu'en 1994, quand finalement est versé au dossier un nouveau rapport d'experts automobiles. Ces experts ont travaillé sur la base des témoignages recueillis aux premières heures de l'enquête et d'un dossier photographique réalisé lors du drame. Et ces experts sont formels. L'incendie qui a causé la destruction de la 2 chevaux est dû à la mise à feu volontaire d'essence déversée dans l'habitacle et vraisemblablement dans la zone avant droite où se trouvait le passager. Ils offrent à l'accusation un scénario plus que probable. Bruno et Evelyne Joussomme sont donc passés à Meudon vers 19h ce jeudi 28 février 1985 pour emprunter la vieille 2 chevaux familiale et filer en direction de Versailles. Ils repartent de Meudon à 19h30. De Meudon, il faut 10 minutes maximum pour atteindre les hauteurs de Chaville. Or, les pompiers ne sont avertis qu'à 20h05 que la 2 chevaux des Joussomme vient de sortir de la route et de s'embraser. Qu'a-t-il bien pu se passer durant ces 15 à 20 minutes manquantes ? Les experts ont la réponse. Bruno conduisait et a simulé une sortie de route. Pas bien violemment. Il roulait en première et on observe sur le bitume aucune trace de freinage. La voiture est venue se poser sur le bas-côté de la route, légèrement en équilibre dans le fossé, penchant sensiblement côté conducteur. La carrosserie du véhicule ne présente pas de traces de choc. La 2 chevaux n'est même pas venue percuter l'arbre qui lui fait face. Bruno a dû alors maîtriser Evelyne. On ne sait comment. Elle n'a été ni assommée, ni étranglée, ni droguée. Elle était sans doute inconsciente, mais encore vivante.
Bruno sort du véhicule côté conducteur, fait le tour de la 2 chevaux. Sur la banquette arrière, il se saisit d'un bidon d'essence qu'il a pensé à emmener. Il en déverse le contenu sur Evelyne et sous son siège, plusieurs litres certainement. C'est là en tout cas qu'est désigné l'épicentre du brasier, l'endroit où a débuté l'incendie. Avec un briquet, il embrase volontairement le véhicule et sa jeune mariée, sa vieille épouse. Il est déjà 20 h. Simulant l'affolement, il arrête le premier véhicule qui passe, supplie le conducteur de lui venir en aide pour sauver Evelyne. Mais il sait qu'il est déjà trop tard, que les épaisses fumées toxiques n'ont laissé aucune chance à sa femme. À défaut d'être lui-même brûlé ou blessé, il ne lui reste plus qu'à simuler d'être en état de choc psychologique pour être évacué vers l'hôpital le plus proche. Son plan diabolique est sur le point de se réaliser. Marié le 7 décembre précédent sous le régime de la séparation de biens, il a fait signer à sa victime une donation au dernier vivant le 11 janvier 85. En l'acceptant, Evelyne a en fait signé son arrêt de mort. Un mois après, elle décède carbonisée dans une mise en scène machiavélique. Il n'en reste pas moins que si le scénario est plus que probable, il est encore un peu trop fragile pour renvoyer Bruno devant les assises. On le laisse donc encore en paix, filant le parfait amour avec son épouse et le fils qu'elle vient de lui donner en octobre 94. La petite famille voyage de plus en plus, en Indonésie, au Bangladesh, en Inde. Bruno envisage même de se lancer dans le commerce. Il me parlait d'argent, il me parlait de voyage en Inde, de créer un magasin de frivolité pour les comités d'entreprise, des chapeaux, de je ne sais plus trop quoi, des colifichets de toutes sortes. Et en fait, j'ai compris que c'était l'idée de sa femme, qui voulait faire de l'argent. En 1995, il laisse femme et enfant en Inde seul. Son fils n'a encore que quelques mois. Mais il doit répondre à une convocation judiciaire. La situation devient critique pour Mick, qui vit très mal une séparation de très longues semaines. Elle avait son bébé au sein encore. Elle s'est retrouvée toute seule là-bas pendant des semaines. Donc son visa arrivait à terme. Et si elle n'avait pas pu se faire rapatrier par l'ambassade, elle risquait de se faire emprisonner. Vous vous rendez compte, avec un bébé au sein, alors quand même, là, il faut quand même pas exagérer. Lorsque Bruno retourne en Inde, Mick est donc de retour en France. Elle ne semble pourtant pas lui en vouloir et lui écrit encore des lettres enflammées pleines de mots d'amour. Sache encore une fois que je t'aime et que le bébé va très bien. Je veux qu'il soit fier de son père sans avoir à se demander s'il est vivant ou mort et pourquoi il ne donne pas de nouvelles. C'est toi qui as les cartes en main, écrit-elle en mars 1996. Bruno, effectivement, s'éloigne peu à peu de sa femme et de son gosse. Aussi, quand il rentre à Paris en juin 1996, il est déjà trop tard. Mick l'a quitté. Il se retrouve, donc Bruno, sa femme et son fils, au McDo. Ils se voient pendant 1 heure et là, il lui dit « Je veux divorcer, je veux la garde exclusive du bébé et je veux de l'argent. » Et puis, point d'orgue, tu n'es pas en position pour refuser. Pas en position de refuser. Qu'est-ce à dire? Les magistrats, les avocats de Bruno auront vite la réponse. Mick fait parvenir un courrier au procureur général de Versailles en mars 1997. Elle y décrit un Bruno Joussomme violent, une menace permanente, un réel danger pour elle et pour son fils. Bruno n'a jamais été jugé pour le premier meurtre dont il est accusé, précise-t-elle. J'attends donc que la cour d'assises de Versailles se prononce, car seule sa condamnation me permettrait une procédure de divorce. Procédure que Bruno, pour le moment, refuse. Ce refus, ce courrier sont en passe de faire basculer son destin. On a du mal à penser aujourd'hui que sans ce courrier-là, le poids qu'il a pu constituer, Bruno Joussomme aurait été renvoyé devant la cour d'assises. Et cette procédure de renvoi aux assises a été indéniablement perturbée, le mot n'est pas trop fort, par le comportement de la seconde épouse de Bruno Joussomme, qui s'est invitée dans cette instruction criminelle et qui a fait littéralement basculer la procédure. Personne ne s'attendait à un tel revirement. Le plus fervent défenseur de Bruno devient sa principale accusatrice.
réitère dans un second courrier de 22 pages, cette fois rédigé le 29 octobre 1998, 15 jours avant l'ouverture du procès d'assises. 22 pages d'accusation contre le père de son enfant. Je suis certaine de sa culpabilité, conclut-elle, et je tiens à faire part à la cour de cette certitude. Mais il est évident qu'Alexandre et moi-même sommes en danger de mort. Mick est le premier témoin à être entendu devant la cour d'assises. Elle y répète ses accusations et donne la couleur du procès. Quand je l'ai vu arriver aux assises, venir dire qu'il était l'assassin de Madame Laborde et qu'il lui avait dit, alors que je l'avais eu je ne sais pas combien de fois dans mon cabinet pour me dire exactement le contraire, voilà, je dois dire que, vous savez, les choses paraissent bizarres quand même. Bizarre et incroyablement douloureuse pour Bruno Joussomme. Ça a été la descente aux enfers. Je l'ai vu subir beaucoup de choses, je l'ai vu déprimé, mais là, il était tout à fait au fond. C'est vrai qu'il avait ressenti cela comme une double trahison. Trahison de son amour et la perte de son fils. Il disait que c'était une double punition et il disait je n'en survivrai pas, j'en mourrai. Bruno Joussomme s'éteint petit à petit, subit son procès. Et quand je suis arrivée, je l'ai regardé, j'ai eu l'impression qu'il ne me reconnaissait pas. En tout cas, j'ai vu qu'il était dans une bulle. Parce que je sais qu'il avait un attachement certain pour moi et je sais qu'il avait toujours ce petit sourire en coin pour moi, il ne l'a même pas eu. Il était ailleurs. Un garçon qui fait des crises d'épilepsie, il a fait quand même 1 ou 2 malaises pendant la semaine qu'a duré la cour d'assises, il a même été soigné par un des jurés. Ce juré a tout même temps lui a dit mais pourquoi vous vous défendez pas? C'est un fait que Bruno ne s'est jamais défendu. Il était ailleurs. C'est assez curieux et je crois que son attitude a fortement déplu à la cour d'assises, aux magistrats et également aux jurés. Les jurés sont finalement convaincus de la culpabilité de Bruno Joussomme, à tel point qu'il frappe très fort face à l'atrocité du crime perpétré. Alors que l'avocat général a requis 20 ans de réclusion, ils optent pour une peine de prison à perpétuité. Le choc. Moi-même, ça m'a fait un choc. Vous voyez, c'est sûr que d'entendre la perpétuité, c'est vrai que ça semblait énorme. Pour moi, c'est incompréhensible compte tenu de la suite d'erreurs, d'approximations, d'incertitudes. Je me suis dit, au bout de 14 ans, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Ce type-là, s'il passe devant la cour d'assises, il va être acquitté. On va plutôt lui présenter des excuses. Eh bien, on l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. On a condamné Bruno Joussomme parce qu'il n'a pas su se défendre, sans doute. On l'a condamné parce que personne n'a voulu croire au scénario que lui donnait de cette soirée du 28 février 1985. Bruno est donc venu avec Evelyne vers 19h chez ses parents à Meudon pour emprunter la vieille de chevaux de papa. Ils sortent de la maison vers 19h30, mais la voiture est garée à quelques rues de là. La maman, Marie-Claude Joussomme, les accompagne. Et elle est bavarde. Elle retarde le couple de 15-20 minutes. Il est bientôt 20h quand ils se quittent. Contrairement à ce qui s'est dit, c'est Evelyne Laborde qui se met au volant. Ce soir, c'est moi le chauffeur de monsieur, a-t-elle lancé. Et les voilà partis en direction de Versailles. Bruno, une fois n'est pas coutume, se laisse conduire. Il s'en amuse, chaille gentiment sur le siège passager. Il ne regarde même pas la route. De toute façon, Evelyne, pas très assurée, roule doucement. Mais tout à coup, alors qu'il allume une cigarette... Conduisait, elle a été tout droit. Et il y a eu un choc. Je me suis pris le pare-brise dans le front. Bruno est un peu sonné, Evelyne aussi. Une épaisse fumée envahit l'habitacle, le moteur a pris feu. Bruno se précipite dehors, Evelyne tente de s'enfuir aussi, mais la porte du conducteur est bloquée.
Bruno fait le tour du véhicule et tente de forcer la portière. Mais Evelyne s'est glissée vers la place passager. Son manteau de fourrure, son poids sur des sièges trop élastiques ont freiné sa progression. Mais elle y est presque. Des flammes apparaissent dans l'habitacle. Bruno Joussomme contourne une nouvelle fois la 2 chevaux. Mais sa femme a dû, par inadvertance, verrouiller la portière. Bruno ne parvient pas à l'ouvrir. Evelyne, à force de respirer les fumées, perd déjà connaissance. Le feu commence à la brûler. Une voiture arrive au loin. Bruno se précipite en travers de la route, supplie le conducteur de l'aider. Mais le feu redouble d'intensité. Il est déjà trop tard. Voilà, la mort d'Evelyne Laborde est un dramatique accident. Bruno Joussomme le certifie, il n'a rien inventé, rien simulé. Il aurait bien voulu retourner à la voiture puis aller carrément dans les flammes, je présume. La manière qu'il m'a fait, honnêtement, il partait. Il y allait direct. Donc j'ai réussi à le bloquer, mais non, pour moi sur le coup, il n'a pas fait de cinéma. Pas de cinéma, pourtant des éléments du récit de Bruno Joussomme semblent tout droit sortis du scénario d'un film. Evelyne Laborde au volant, par exemple. Souvenez-vous, depuis 30 ans, elle refusait de conduire. Il nous a annoncé que c'était elle qui, à 8h du soir, en pleine nuit, au mois de février, conduisait une vieille 2 chevaux. Eh bien, croyez-moi que là, on en était vraiment éberlués, parce que c'était pas possible. Et pourtant, tout laisse à penser que c'est vrai. Bruno et Evelyne, en quittant Meudon, ont pris la route de Versailles, l'opposé de Paris. Tout le monde en convient. Ils ne rentraient donc pas chez eux, mais partaient prendre possession d'un véhicule d'occasion. Le vendeur les attend vers 20h30 à Versailles. Et c'est convenu, Bruno ramènera le nouveau véhicule. Evelyne rentrera seule dans la 2 chevaux qu'elle n'a jusque-là jamais conduite. Alors pour se faire la main, c'est elle qui conduit aussi à l'aller, Bruno à ses côtés. Elle roule prudemment, laborieusement dans le bois de Chaville. Au bout d'une ligne droite, elle rate un virage. Mais c'est justement parce qu'elle n'est pas expérimentée que, trompée par une illusion d'optique, elle sort ainsi de la route. Dans le prolongement de cette route, vous avez une rue de Chaville, complètement en contrebas. Peut-être une dénivelée de 30 ou 40 mètres, mais exactement dans l'alignement. Et elle est bordée d'une série de réverbères sur la droite et sur la gauche. Et on a l'impression que la route qu'on emprunte, elle tourne pas à droite. C'est une espèce de leurre, on est happé par ces réverbères qui vous donnent l'orientation. Ça ressemble un peu, si vous voulez, à une piste d'atterrissage pour avion. Si vous voulez. Ok, mais les pistes d'atterrissage sont couvertes de traces de freinage. Et là, rien. Normal quand on roule en première. Qui pourrait croire ça? J'ai pu constater qu'en définitive, la photo que j'ai examinée montrait clairement qu'on n'était pas en première mais en troisième. Bon, ça c'est clair. Mais ça n'a pas d'importance parce qu'on n'en sait strictement rien pour la bonne raison que la personne qui conduisait a très bien pu passer après en marche arrière et puis après elle a repassé une autre vitesse. En tous les cas, en aucun cas on peut associer ça avec les traces de freinage. On a associé directement le fait qu'il n'y ait pas de traces de freinage avec le fait que le véhicule n'allait pas vite. Alors là c'est quelque chose que je ne peux pas retenir. C'est vrai que si on va doucement, il n'y a pas de traces de freinage. Mais je peux dire qu'on peut aller vite sans laisser de traces de freinage. Soit, Evelyne conduisait donc prudemment mais normalement. Elle est sortie de la chaussée persuadée que la route était droite. Mais pourtant la 2 chevaux n'est pas allée percuter l'arbre qui lui fait face. Elle s'est comme posée délicatement sur le bas-côté. Curieux. Mais à y regarder de plus près, le fameux chêne a une particularité. Il avait une très grosse racine protubérante. Ça fait un peu phénomène de rampe, si vous voulez. La 2 chevaux a pris cette rampe et puis, finalement, la roue avant gauche a basculé du côté gauche de la rampe. Ça ne crée pas de déformations importantes. Effectivement, le premier PV de constatation sur les lieux le confirme. Le pare-choc et le ventilateur du moteur étaient enfouis contre cette souche d'arbre. Mais tout de même, le choc n'a pas dû être bien violent. Aussi, comme le concluent les experts automobiles judiciaires, un incendie accidentel ne correspond certainement pas à la réalité. Et seule une mise à feu volontaire est probable. Philippe Mussy, lui aussi expert auprès des tribunaux, s'inscrit en faux.
Après avoir, à la demande du comité de soutien de Bruno Joussomme, expertisé les pièces du dossier et avoir réalisé une reconstitution de la scène du drame, il parvient à une nouvelle conclusion. Dans les 2 chevaux, le système d'alimentation d'essence est sommaire. Un simple tuyau de caoutchouc part du réservoir. À l'arrière du véhicule court tout au long du longeron gauche du châssis pour finalement être simplement connecté sur la pompe à essence. Il n'y a même pas un collier dans ce type de 2 chevaux là, pour le serrer bien sur le petit embout qui va recevoir le tuyau d'essence. Donc si vous tirez sur ce tuyau, alors il ne vient pas tout de suite facilement, mais enfin s'il y a une force suffisante, et bien à ce moment-là, il sort de l'embout de la pompe à essence, et comme il n'y a pas gravité, l'essence continue à arriver, bien sûr, et bien ça gicle. Et si ça gicle sur un collecteur d'échappement, ça peut peut-être avoir des conséquences. Et c'est ce qui a dû se passer. La racine de l'arbre que la 2 chevaux est venue percuter sur son côté gauche a certainement arraché le caoutchouc d'alimentation d'essence. Celle-ci a giclé sur le collecteur d'échappement brûlant. L'essence a pris feu. Le moteur avec, laissant échapper les premières fumées aspirées vers l'habitacle par le système de chauffage qui, au mois de février, était ouvert. Petit à petit, les flammes se sont faites plus intenses et ont gagné elles aussi l'habitacle. Cette version de l'histoire laisse tout de même en suspens plusieurs questions. Pourquoi, par exemple, Bruno Joussomme avait-il pris la peine d'emmener un bidon d'essence rempli? C'était dans la voiture, ça je sais, c'est moi qui l'ai mis. Je sais très bien. Bon, très bien, c'est moi qui l'ai mis parce que la jauge, je faisais ce qu'elle voulait. Donc elle montait, descendait n'importe comment. Donc on s'était retrouvé 1 fois ou 2 en panne de sèche, donc depuis il y avait un jerrycan dans la voiture. Et ce fameux jerrycan, plutôt que d'accuser Bruno Joussomme, l'innocente au contraire. Pascal Stragenard, le premier témoin, l'a expliqué. Alors que l'incendie avait déjà gagné l'habitacle, le feu tout à coup a redoublé d'intensité. On le sait, le réservoir de la 2 chevaux n'a ni brûlé ni explosé. Alors comment les flammes ont-elles été attisées? Une seule solution, par le jerrycan d'essence. Contrairement à ce qu'ont voulu faire croire les policiers aux frères de Bruno, le jerrycan n'a pas été retrouvé à l'extérieur du véhicule. Mais on en a trouvé des traces à l'intérieur, côté passager. Au moment du choc, il a donc dû glisser du siège arrière sous le siège passager. Et si son contenu a pris feu là, c'est que personne ne l'a jamais vidé, pas même Bruno Joussomme. Bref, la thèse accidentelle devient pour le moins aussi solide que la version criminelle. Il n'en reste pas moins que Bruno Joussomme avait toutes les raisons du monde de vouloir faire disparaître son épouse, l'héritage. Car le mariage du jeune et bel étudiant avec la vieille et grosse infirmière pleine aux as reste un mystère. Bruno a-t-il pu sincèrement tomber amoureux? Nous lui avons posé la question. Non, c'était pas amoureux. C'était ma cousine, elle m'a fait sauter sur ses genoux. Pas amoureux. Alors pourquoi ce mariage? Bruno Joussomme, les proches du couple proposent une explication raisonnable. On l'a vu, si Bruno a accompagné sa maman et la vieille cousine en Bretagne, c'est pour se refaire une santé après un séjour éprouvant au cœur de la guerre du Liban. L'humanitaire, c'est la passion de Bruno. Aider, sauver les autres, tendre la main, sa raison de vivre. Nous sommes en septembre 84. L'Éthiopie vit depuis quelques mois la pire famine qu'ait connue l'Afrique. Une centaine d'enfants y meurent chaque jour de faim. Renaud et ses chanteurs sans frontières préparent leur disque pour l'Éthiopie. Bruno et Evelyne ne parlent que de ça durant leur séjour. Un orphelinat et puis après tout, moi je suis, alors Evelyne 10 ans, moi je suis infirmière, j'ai la maison du Fortin, on pourrait, toi tu as l'habitude avec d'avoir une association, tu pourrais faire les négociations et puis on pourrait donc monter quelque chose, aller chercher des enfants en Éthiopie, les mettre à l'abri de la famine et de la guerre, le temps que les choses s'apaisent là-bas en Éthiopie. Ils imaginent donc de transformer le Fortin en orphelinat pour des paumés, comme dit l'architecte qui a travaillé sur le projet, pour les enfants d'Éthiopie. Comme il savait que j'étais architecte, il m'a dit je veux savoir, Claude Brûlé, ce qu'il en pense, ce qu'on aurait pu faire sur ce terrain en matière d'installation pour des paumés. Et j'ai commencé à dégribouiller un bâtiment, ce qu'on pouvait faire, une grande salle, une cuisine, un dortoir, vous voyez ce qu'on peut faire. Seul problème, qu'adviendra-t-il de cet orphelinat si Evelyne venait à disparaître? Ceci dit, elle était quand même pas en très bonne santé, hein, Evelyne, non plus. Elle avait une cirrhose du foie, elle avait un très gros cœur aussi. Hein. Elle avait une insuffisance cardiaque, enfin moi je l'ai vue après,
À l'époque, je savais pas trop, mais j'ai vu une radio où une radio de thorax ou un cœur qui prend pratiquement la moitié de la radio, quoi. Alors Bruno et Evelyne imaginent se marier. Ce n'est certes pas un mariage d'amour, une association plutôt. Et ils se marient sous le régime de la séparation de biens pour calmer les réticences des familles, quitte à se faire ensuite une donation au dernier vivant. C'est Evelyne qui a eu l'idée de ce stratagème. Le notaire qui a établi les actes a demandé plusieurs fois à la jeune épouse si elle était consciente de ce qu'elle faisait, si elle savait qu'elle déshéritait ses frères, sœurs, neveux et nièces. On connaît très bien ce notaire, parce que c'est le nôtre, et il a bien dit que pendant très longtemps, il a expliqué à Evelyne qu'il désintéressait toute sa famille. Sa famille n'aurait rien. Et elle a dit, mais moi je le sais, et je veux absolument donner, si je décède avant, donner tout à Bruno, parce que je ne veux pas que ma famille ait de l'argent. Ben ça, il a insisté fermement. Et il a une raison à cela. La famille Laborde a tenté d'éloigner Evelyne de la succession de leurs parents quelques années plus tôt, parce qu'elle n'avait pas d'enfants, disaient ses frères et sœurs. Ils voulaient notamment l'empêcher d'hériter de la propriété en Bretagne. Lui affecter le fortin en toute propriété serait une grave imprudence, écrivait alors Lucien Laborde, le frère d'Evelyne. Un bien de famille ne doit pas pouvoir échapper à la famille, ajoutait-il. Mes aînés sont bien aimables de se préoccuper de mon après quand ils ne sont ni l'un ni l'autre absolument pas souciés de mon présent, avait répondu Evelyne. Aussi a-t-elle décidé de rester maîtresse de son après en déshéritant sa famille et en léguant tous ses biens à Bruno et à l'association humanitaire qu'il venait de créer. Mais les beaux rêves humanitaires sont partis en fumée, eux aussi. Le destin, la famille d'Evelyne, la justice, les jurés en ont décidé autrement. Mick en trahissant Bruno aussi, pour d'autres raisons. Ce témoignage qui n'a finalement aucune autre explication ou justification que de permettre à sa seconde épouse de se ménager une procédure de divorce dans des conditions optimales, c'est-à-dire au fin d'obtenir l'autorité parentale exclusive sur leur enfant. Et c'est finalement d'ailleurs ce qui se passera, puisque dans les jours qui suivront la condamnation de Bruno Joussomme par la cour d'assises de Nanterre, eh bien, une procédure de divorce sera enclenchée dans laquelle il sera demandé le divorce par la seconde épouse de Bruno Joussomme sur la seule base de la condamnation par la cour d'assises. Une condamnation très lourde, on l'a vu, malgré les doutes qui persistent dans ce dossier hors du commun. Bruno conduisait-il ou était-ce Evelyne? La voiture est-elle sortie volontairement de la route ou son conducteur a-t-il été trompé par une illusion d'optique? L'incendie du véhicule a-t-il été criminel ou le tuyau d'arrivée d'essence a-t-il été arraché lors de l'accident, entraînant l'inflammation du moteur? Evelyne Laborde a-t-elle sciemment voulu léguer tous ses biens à Bruno Joussomme ou a-t-elle été victime d'un plan machiavélique? Trop de questions restent encore sans réponse. Tous les doutes sont permis, mais jamais ils n'ont bénéficié à l'accusé. Bruno Joussomme pourra-t-il le faire reconnaître un jour? Quel est l'avenir de Bruno Joussomme? Je crois que son avenir est dans l'opinion. C'est-à-dire que c'est l'opinion qui, étrangement, a le plus de force pour ébranler les juges. La justice, dès qu'elle se met en branle, alors c'est une sorte de bétonneuse qui écrase tout et elle ne s'arrête plus. Alors là, c'est effroyable, parce que pour faire marche arrière, c'est impossible. C'est le processus judiciaire qui est quasiment irréversible. Irréversible, même lorsqu'aucune certitude ne peut être assénée avec force. Car aujourd'hui encore, personne ne pourrait affirmer qu'un crime a été perpétré dans la forêt de Meudon, sur les hauteurs de Chaville, aux premières heures de la nuit du 28 février 1985. Et s'il ne s'agissait, comme le disaient les premières constatations, que d'un tragique mais simple accident.